Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur BonMG. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du jeu de rôle Makato Monsters. Donc, Makato Monster est un jeu de rôle créé par Eric Nieudant, qui n'a longtemps été que disponible en anglais. Je l'avais déjà fait l'acquisition en anglais, mais depuis maintenant quelques mois, il est disponible dans une édition Noisette en français. Qu'est-ce que Makato Monsters? C'est un jeu de rôle qui propose surtout de la mécanique. Donc c'est un jeu de rôle qui s'inscrit dans la tendance un peu old school revival, donc jouer un peu à l'ancienne, mais en changeant des trucs. Et c'est un jeu qui propose beaucoup d'aléatoires. J'y ai joué là depuis quelques temps sur une table ouverte. Je vous parlerai peut-être un peu plus de la table ouverte dans une autre vidéo quand j'aurai plus de choses à vous dire là-dessus. Mais là, j'ai mené 4-5 parties sur le truc. Je m'apprête à en jouer une en tant que joueur, du coup, de partie de Makato Monsters. Et je dois dire que c'est un jeu qui est très sympathique. Makato Monsters, c'est surtout un système de jeu. C'est pas vraiment un univers, etc. Ce qu'on vous propose, c'est un système de jeu pour jouer en improvisant. Un système de jeu pour vous permettre de créer des personnages très très rapidement, et un système de jeu basé sur beaucoup d'aléatoires et sur une mortalité assez élevée. Donc pour moi, c'est une sorte de jeu de poche qui permet de faire énormément de choses avec la mécanique du dead risk dont on parlera après, qui est vraiment hyper exploitée dans le jeu. Mais c'est pas forcément un jeu simple. C'est-à-dire que c'est un jeu qui va vous demander beaucoup d'improviser. Enfin, en fait, comme n'importe quel jeu de rôle, vous pourriez préparer des choses à l'avance, etc. Mais le jeu part quand même du principe, j'ai l'impression, il vous fait confiance en tout cas en termes d'imagination, etc. Tout en vous proposant plein de tables aléatoires pour vous permettre de générer des idées. Mais c'est pas un jeu où il y a plein de conseils. En fait, s'il est simple, il n'a rien à voir avec le jeu de rôle Quest. Le jeu de rôle Quest dont j'avais parlé précédemment, qui lui, genre vraiment vous prend pas la main et vous dit « Venez avec moi dans le monde de l'imaginaire ». Makato Monster, c'est plus une boîte à outils. Donc on va le feuilleter. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur le jeu. Et ensuite, je vous expliquerai un peu comment se passe la création de personnages dans Makato Monster en insérant une vidéo que j'avais envoyée à mes joueurs pour qu'ils puissent créer leurs personnages. Et ensuite, je vous parlerai très brièvement de comment j'y ai joué. D'ailleurs, avant qu'on commence à feuilleter, vous l'avez peut-être pas vu, mais il y a quelques jours, j'ai mis une vidéo où il y avait le trailer que j'avais envoyé à mes joueurs pour la campagne de Makato Monster. Si vous voulez le voir, voilà. Donc c'est parti pour le feuilletage de Makato Monster, édition Noisette en français de Eric Nieudant. Donc il a la couverture souple, donc je vais peut-être avoir un petit peu de mal à le manipuler. J'aurais peut-être dû le faire en PDF, je ne sais pas. Donc on commence par un petit Welcome to the Dungeonverse. Donc directement ça implique qu'il n'y aura pas vraiment d'univers, qu'en fait on est là pour faire du jeu de rôle old school, mais pas vraiment, enfin vous allez voir. On vous explique quand même ce qu'est le jeu old school, avec voilà quelques petites idées, donc des décisions plutôt que des règles. Tout tourne autour de l'intelligence du joueur, donc c'est-à-dire que plutôt que de se baser sur des listes de compétences à rallonge pour savoir ce que notre personnage fait, on va plutôt essayer de résoudre les problèmes nous-mêmes et jeter les dés plutôt rarement finalement. On joue les ressources, donc il y a un aspect survie, c'est très mortel les combats, donc on va plutôt éviter les combats. Et on adopte le hasard. Ça, je trouve que c'est assez intéressant. Donc on adopte le hasard en tant que maître du jeu pour faire du bac à sable. Il y a beaucoup de tables aléatoires pour pas créer tout un univers hyper poussé avec plein d'intrigues et tout. Mais en fait, c'est aussi un jeu qui adopte beaucoup le hasard dans ses mécaniques même et pour les joueurs. Ce qui, voilà, ça c'est mon avis, mais vient parfois un petit peu en contradiction avec tout tourne autour de l'intelligence du joueur. Puisque à plein de moments, quand vous allez utiliser des ressources, ça va vachement, il va y avoir beaucoup de hasard. Je sais pas, hein, mais c'est pas 100% player skill. En fait, en tout cas, moi, la manière dont je l'ai joué, peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut y jouer, mais moi, c'est comme ça que j'y joue, c'est qu'on a vraiment bien adopté le hasard. Genre vraiment, on jette beaucoup les dés, ce qui n'est pas forcément l'idée du jeu à la base. Mais en tout cas, vous avez ces petits conseils, voilà, pour jouer comme l'auteur l'a pensé. Ensuite, vous allez avoir les différentes inspirations un petit peu du jeu, donc différents hacks, différents jeux old school. Il y en a Into the Odd, on a les jeux du Grumpf comme Nanochrome, Maze Rat, dont j'avais parlé dans une vidéo sur la magie un petit peu. Et puis on arrive sur la mécanique de base, donc qui concrètement est du roll under, donc vous jetez un dé 20 et vous essayez de faire moins que votre caractéristique. Quand vous avez un avantage, vous jetez 2 dés 20 et vous choisissez votre préféré. Et quand vous avez un désavantage, vous lancez 2 dés 20 et vous choisissez le moins bon, donc celui qui a le résultat le plus élevé, si vous me suivez. Ensuite, on a la mécanique du dead risk. Le principe, c'est qu'il est représenté comme ça par le signe delta. Et là, en fait, quand vous allez jeter un dead risk, sur un résultat de 1 à 3, il va régresser. Exemple, j'ai un dead risk de 8, je le lance. Si je fais de 4 à 8, ça reste un dé 8. Mais si je fais de 1 à 3, il passe au D6. Et c'est un peu pour gérer les ressources. Par exemple, j'ai un D6, j'ai un delta 6 flèche. J'utilise mes flèches. À ce moment-là, je jette un D6. Si je fais
De 4 à 6, rien ne se passe, j'ai encore plein de flèches. Si je fais dans 1 à 3, je passe à 1 des 4 flèches. Et évidemment, quand j'arrive à 1 des 4 flèches, si je fais 1, 2, 3, eh bien je n'ai plus de flèches. J'ai terminé d'utiliser mes flèches. Et en fait, cette mécanique de dé de risque, elle est au cœur du jeu, puisque elle sert pour la gestion de ressources, mais elle sert pour plein d'autres trucs. Donc, je ne vais pas m'attarder trop sur la création de personnages, parce que après le feuilletage et mon avis, je vous ai mis un extrait qui explique comment créer un personnage. Mais grosso modo, ça va très très vite, vous allez suivre des étapes très rapides, il y a beaucoup d'aléatoires. Le but, c'est pas vraiment de s'attacher à son personnage de trop, il va très certainement mourir, en tout cas si vous adoptez vraiment l'aléatoire, ou si vos joueurs prennent des décisions un petit peu foireuses. Mais il y a quand même une petite part de personnalisation, c'est très très souple comme règle, hein, il n'y a pas des listes à rallonge. Ce qui est assez amusant, c'est toutes ces tables d'équipement de départ aléatoire, donc j'y reviendrai après quand on parlera de création de personnages. Mais ça va vachement influencer sur le background de votre personnage, l'équipement aléatoire, parce qu'il va falloir justifier pourquoi vous l'avez, c'est ça qui est rigolo. Ensuite, vous avez l'équipement, donc là on vous donne un peu les dégâts des différents types d'armes. On vous donne les armures avec leur dés de risque, comme on a expliqué juste avant, puisque vos armures peuvent se dégrader. On vous parle des différents objets. Ensuite, on vous explique comment ça marche pour acheter et vendre des objets, toujours basé sur les dés de risque. En fait, vous avez plusieurs catégories de monnaie, donc pièces de cuivre, pièces d'argent, pièces d'électrum, d'or, de platine et de mythium, il me semble. Et quand vous allez vouloir acheter, par exemple, une armure d'apparat, il va vous falloir des pièces d'or. Vous allez jeter un dé de risque de pièces d'or pour voir si vous perdez des pièces d'or. Et quand vous avez des pièces d'or, vous pouvez lancer votre dé de risque de pièces d'or pour acheter des pièces d'électrum, c'est ça, pour acheter une monnaie inférieure en fait. Vous pouvez comme ça faire une sorte de conversion de vos monnaies en dés de risque. Comme ça paraît un peu complexe, ça ne l'est pas vraiment. C'est assez spécial parce que du coup, si vous aimez jouer le marchandage et les négociations, ce qui peut être marrant des fois, mais ce qui peut être très relou si on le fait souvent, cette mécanique va faire que vos négociations n'auront peut-être pas trop d'impact, mais à la limite, votre maître de jeu peut vous donner un avantage. Parce que, évidemment, mécanique d'avantage-désavantage peut s'appliquer au dé de risque. Par exemple, votre MJ pourrait vous dire « Tiens, tu es très économe en flèches, hein, je dis un truc débile. Au lieu de jeter ton dé de risque de flèche à chaque fois que tu tires, tu jettes 2 dés de risque de flèche et tu gardes le meilleur. » Ça peut être une idée. En fait, les jeux old school comme ça, c'est un peu boîte à outils, vous faites un peu ce que vous voulez, c'est de la bricole. Souvent, il y a des petits concepts, des tables aléatoires, des idées, et vous allez combiner différents jeux de ce style ensemble. Je trouve qu'en l'occurrence, Kyoto Monster se suffit bien à lui-même. Moi, j'ai bien aimé le jeu tel quel. Ensuite, vous avez l'expérience par objectif. Donc, dans le jeu, on progresse en accomplissant des objectifs. Donc, vos personnages peuvent se fixer des objectifs. Par exemple, objectif personnel, vous voyez, vous avez des sortes d'encarts comme ça, d'éventuelles règles un peu optionnelles ou des idées. Mais globalement, ça va plutôt être des objectifs de groupe que vous allez essayer de résoudre. Et quand vous gagnez des niveaux, voilà ce que vous pouvez faire lorsque vous gagnez votre niveau pour faire progresser votre personnage. Ensuite, on a les monstres suivants. Et là, on va survoler, même si je sais que j'ai tendance à dire ça et finalement à parler de tout. On va essayer de survoler parce qu'il y a trop de choses. Il y a beaucoup de bonnes idées. Donc là, on vous explique comment fonctionne un monstre, grosso modo. Et ensuite, vous avez un tableau pour voir les réactions des monstres, parce qu'on est en bac à sable, on rappelle. Donc, quand les PJ vont vous tirer sur une table aléatoire et vous dites « Oh, ils croisent des monstres », vous pouvez tirer au hasard les motivations des monstres. Vous pouvez tirer le moral des ennemis pour voir s'ils s'échappent, etc. Donc, il y a plein de petites mécaniques et tout. Et vous remarquez que toutes ces mécaniques-là utilisent des dés de risque. Et en fait, ce dé de risque de rencontre, il va vous servir un peu pour générer tout le temps, par exemple, s'il y a des voyages ou de l'exploration de donjons, etc., de nouvelles rencontres, comme son nom l'indique, de nouvelles péripéties. Et il va évoluer en fonction de la situation. Par exemple, quand vous allez aller dans un donjon, plus le résultat du dé de rencontre est bas, plus c'est problématique pour vos PJ. Plus il est élevé, plus c'est une situation plutôt cool pour vos PJ, globalement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le dé de risque. Donc, chaque fois que vous allez jeter le dé de rencontre, il va devenir de plus en plus petit. Au début, c'est peut-être un dé 12, puis un dé 10, puis un dé 8, puis un dé 6, puis un dé 4. Donc forcément, plus ce dé de rencontre est petit, plus il y a de chances de faire un résultat faible et qu'il se passe quelque chose de terrible. Donc vous avez comme ça un peu une sorte d'horloge vers le danger. Vous savez inéluctablement qu'il va finir par y avoir des trucs dangereux. Et donc, quand par exemple vos PJ disent on veut explorer un donjon, vous pouvez dire moi, mon donjon,
il fait 1d8. Comme ça vous permet un peu de mesurer la longueur de ce donjon déjà. Tant que, par exemple, le dé de risque n'est pas arrivé à 0, et ben, le donjon continue, on peut continuer d'explorer. Et vous pouvez aussi gérer un peu comme ça sa dangerosité tout en gardant une part d'aléatoire. Vous pouvez aussi faire un donjon infini où vous dites que lorsque vous arrivez au D4 et que ce dé de risque disparaît, eh bien vous reprenez un nouveau dé de risque et vous continuez à l'infini et faire un dungeon crawler infini. Ensuite, on a les suivants et mercenaires, donc ce qui est quand même assez courant dans les jeux old school. Pareil, ils sont gérés par un simple dé de risque, ils n'ont pas 40 000 caractéristiques. Ensuite, vous avez des règles pour traverser la nature sauvage, la météo. Je ne vais pas m'étendre trop sur les trucs, ce serait trop complexe, mais vous avez en fait tout pour faire du bac à sable. Tout pour commencer à jouer en n'ayant rien préparé. Et surtout plein d'exemples de tables aléatoires pour vous montrer comment vous pourriez utiliser le dé de risque de plein de manières différentes. En fait, le jeu ponce le dé de risque. Le dé de risque est au cœur du jeu et on vous montre à quel point vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette petite mécanique. Ensuite, on a les règles de combat qui sont très simples. Si votre PJ réussit son jet, il touche. S'il rate, c'est lui qui est touché par son adversaire, comme on le voit ici. On vous explique comment fonctionne l'armure, qui fonctionne avec un dé de risque. On vous explique comment avoir des avantages en combat pour pousser un peu aux descriptions et à la stratégie, justement. On vous explique comment fonctionnent les boucliers qui se brisent comme dans de nombreux jeux old school pour annuler des dégâts. On vous explique voilà, comment faire les combats qui ne sont pas forcément au centre du jeu dans les jeux old school, puisque justement ils sont très mortels, on les évite ces fameux combats. Ensuite on vous explique que vous pouvez vous soigner en mangeant de la nourriture, ce qui va faire utiliser votre dé de risque de nourriture, sans surprise j'ai envie de dire. On vous explique comment on se repose. On vous explique comment fonctionne la magie, qui est très freeform, j'en parlerai dans la création de personnages. En gros, vous allez avoir un nom de sort. En fonction des effets que vous essayez de faire, votre maître de jeu va vous imposer un coup en point de vie. Grosso modo, c'est ça l'idée. Et là, on arrive un peu plus dans des règles entre guillemets secondaires, mais qui sont intéressantes. Comment gérer une sorte de gestion de domaine, et avec des revenus, etc. et des accidents. Par exemple, si vous avez une auberge ou un château ou un village qui est sous votre contrôle, vous avez un dé de risque pour savoir ce que vous rapporte ce capital finalement, mais également à quel danger il est exposé. Ensuite, vous avez un bestiaire de 100 créatures aléatoires qui sont, on va pas se le cacher, un peu space. Si vous cherchez un jeu sérieux, attention. Attention, ces tables aléatoires vous donnent des monstres très étranges, comme l'orphelin cannibale, ou encore le mercenaire menthe, ou encore la lie de l'humanité, tout simplement. Moins original, dirons-nous. Un corrigan trafiquant, un laséromancien, un mage spécialisé dans la lumière, un rhinocéros laineux, un sage caprin, une ruche de magma, ou encore un sort en cavale, tout simplement échappé du crâne fracassé d'un magicien. Donc quand même des concepts assez rigolos. Il n'y a pas d'histoire de, une table des rencontres aléatoires dans les plaines, dans les forêts et tout. Non, là ça va être vraiment full random. Donc à vos risques et périls. Et ce qui est cool, c'est que dans tous les cas, ça vous donne 100 profils de monstres. Vous voyez à quel point sont simples les profils de monstres pour vous inspirer, même si vous voulez créer votre propre table de monstres qui collent plus à un univers spécifique, quoi. Arabicarambolage, les règles de véhicule que je n'ai pas lues, je dois vous l'avouer, mais une fois de plus, lancer de dés de risque, etc. Ce qui est assez intéressant ici, c'est que c'est une ouverture peut-être potentiellement sur un jeu. Alors, vous pouvez vous en servir dans du Medfan pour un bateau, une caravane et tout, mais peut-être pour des voitures ou des vaisseaux spatiaux, propulsion hyperluminique. Parce qu'en fait, vous réalisez très vite que comme il n'y a pas d'univers et que les règles sont malléables à souhait, ce jeu peut se jouer dans n'importe quel univers, même s'il n'est pas médiéval. Ensuite, on a le dé de flashback. En gros, l'idée, c'est de mettre une sorte de dé de risque au milieu de la table que tout le monde va pouvoir utiliser pour ajouter des détails à la narration, aller chercher des avantages et tout, pour en fait faire un peu émerger des choses dans la fiction, finalement, grâce au flashback, ce qui est assez sympathique. Ensuite, vous avez une petite méthode, ça c'est marrant. Vous avez une petite méthode pour créer une carte, donc une fois de plus avec des dés d'usure. Ensuite, on a un truc pour faire de l'exploration avec différents thèmes, pareil avec des dés de risque et tout. Je vais pas trop détailler, c'est déjà beaucoup trop long, je m'en excuse. Ensuite, on a des conversions de valeurs en pièces d'or si vous voulez pas utiliser les dés de risque pour l'économie, entre guillemets. Et ensuite, on a le tableau die and drop, et ça c'est un des meilleurs trucs. En fait, vous mettez votre bouquin comme ça. Je vais pas vous dire exactement comment ça fonctionne, mais vous balancez des dés et ça vous permet de générer aléatoirement des trucs sur différents thèmes.
Donc vous balancez des dés, par exemple, pour les citoyens et villageois, et notamment vous les faites tomber là-dessus aussi, les dés, directement pour lire le truc. Par exemple, vous balancez un D6 là-dessus, imaginons il tombe là, il fait 3, bah bam, il y a un PNJ qui est en train de préparer un concours, vu que c'est tombé sur cette case et que le D6 ça fait 3. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'idée. Et donc vous avez comme ça des sortes de tables aléatoires avec beaucoup d'entrées, beaucoup d'inspiration et que vous pouvez utiliser presque comme un control panel. Vous savez, vous pouvez jeter vos dés sur votre bouquin et ça vous donne des trucs. C'est assez cool. Donc on a les intrigues, on a les factions, on a les lieux d'aventure, on a les créatures, on a les trouvailles et trésors. À chaque fois, vous voyez, il y a plein de trucs. Et on a terminé en fait. Donc voilà pour le feuilletage de Macchiato Monsters. Donc maintenant que le feuilletage est terminé, quel est mon avis, mon opinion, en mon fort intérieur? Qu'est-ce que moi j'ai pensé de Macchiato Monster finalement? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Macchiato Monster, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'aléatoires. C'est pour ça que j'y ai joué. Déjà, toute la création des personnages est très aléatoire. Ensuite, est-ce que votre armure va tenir le coup ou pas? C'est très aléatoire. Est-ce que vous allez réussir à bien dépenser votre argent? C'est aléatoire. En fait, la manière dont nous on y a joué, c'est vraiment on a adopté l'aléatoire et on s'en est servi à foison, voire trop, peut-être, je ne sais pas. Et moi, je trouve que c'était rigolo, en tout cas. C'était un peu un jeu de gambling, j'ai envie de dire. Et on se marrait à voir voilà, les dés nous dire ce qui se passait un petit peu. C'est comme ça qu'on y a joué, moi ça m'a plu. Ensuite, ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a peu de préparation. En fait, moi, quand j'ai joué à Macchiato Monster, ce que je me suis dit, c'est j'aimerais bien, en parallèle de quand j'essaie de tester des nouveaux jeux et tout, qui me demandent de lire beaucoup de règles, ou alors en parallèle de quand je suis en train d'essayer de préparer un one-shot un peu compliqué, enfin, en parallèle des autres trucs que je fais, avoir un jeu où je peux me dire, tiens, j'aimerais bien faire un jeu de rôle là, comment je fais et tout, qui je contacte. Ce que je me suis dit, c'est je vais créer une table ouverte. Puis dès que j'aurai envie de faire un jeu de rôle, il commence à y avoir assez de monde dans la table ouverte, bah on pourra dire qui est chaud et hop on pourra jouer. Et Macchiato Monster, il est très bien pour ça. Et en fait, il nous a juste fallu créer un Miro, un Discord spécifique, ensuite inviter des gens dessus pour pouvoir jouer à l'arrache, entre guillemets. Ce que le jeu permet de faire assez facilement puisqu'on crée des personnages à toute vitesse, que à l'aide de quelques tables aléatoires, bim, on peut générer une petite histoire et pouf, commencer à jouer. Je vous montrerai un peu plus comment j'ai mis ça en place dans une vidéo sur Miro qui viendra un petit peu plus tard, où je vous montrerai un peu finalement la table de Macchiato Monster. Et ensuite, ce que j'ai bien aimé finalement dans le jeu, c'est tout simplement l'utilisation à foison du dé de risque, toutes les manières de le dériver un peu qui ont été explorées par le jeu, pour gérer les domaines, tous les équipements, les armures, le chaos, les rencontres. Enfin, avec cette simple mécanique, on fait plein de choses. Et je trouve que c'est intéressant d'essayer de la pousser au maximum, cette mécanique. Après, je vous l'avoue, moi j'y joue en mode fun. Je pense qu'on peut utiliser Macchiato Monster pour quelque chose de très sérieux, etc. C'est sûrement possible. On peut aussi sûrement s'en servir pour jouer au très long terme. Mais moi, je m'en sers plus, en l'occurrence, pour me marrer quoi. J'anticipe un peu, d'ailleurs en fait je vais vous parler très rapidement de la campagne et je mettrai en conclusion comment on crée un personnage dans Macchiato Monster. Mais en gros la campagne dans laquelle on joue du coup, en fait elle est ultra méta. Elle est ultra méta, je pense que ça ne plairait certainement pas à pas mal de gens. Mais en gros le pitch, il y a un MacGuffin, il faut trouver la couronne de l'empereur, le truc le plus cliché possible. Il y a une map, les gens ils viennent quand ils veulent, les joueurs. Ils peuvent partir, ne pas être là à la session suivante, on s'en fout un peu de la cohérence de l'histoire. On se dit, tiens, vous ici, vous avez disparu au scénario précédent, où étiez-vous passé? On défonce le quatrième mur. Voilà, il y a des PNJ, c'est limite, ils ont des points d'exclamation au-dessus de la tête. Quand les gens négocient et tout, ils font, jetez un dé d'usure pour voir ce que vous me devez. C'est un petit défouloir. Mais, je me répète, je pense que ça peut aussi être un très bon système pour jouer de manière plus sérieuse sur une campagne au long cours. Et d'ailleurs, il y a un actual play de Samuel Zitterman sur Macchiato Monster que vous pouvez aller voir si vous voulez vous donner une idée un peu de ce à quoi peut ressembler à une partie de Macchiato Monster. Voilà. Je vais maintenant vous laisser regarder comment on crée un personnage. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va voir comment on crée un personnage pour jouer à la dernière marche. Un personnage de Macchiato Monsters. C'est extrêmement rapide et extrêmement simple. Donc, si vous rejoignez la campagne, vous pouvez créer votre personnage tout seul en théorie, même s'il y a une petite vérification à faire avant la première partie avec moi. Mais pour l'instant, voyons voir les étapes. Donc la première étape pour créer un personnage, c'est de jeter 3d6. Vous jetez 3d6 comme ça, là.
Vous les additionnez, ça vous donne un nombre compris entre 3 et 18, vous le notez. Vous faites ça à 6 reprises, comme ça vous avez 6 nombres compris entre 3 et 18. Et ce sera les caractéristiques de votre personnage. À savoir que le jeu est en roll under, donc le système est assez simple. Si vous devez faire un test de force, mettons vous avez 13 de force, vous jetez un D20, vous devez faire un score inférieur ou égal à votre score de force, c'est-à-dire avec le D20 faire 13 ou moins en l'occurrence. C'est aussi simple que ça. Donc vous faites ces 6 scores, vous n'êtes pas obligé de les répartir tout de suite. En théorie, dans les règles de Macchiato Monster, vous répartissez pas les caractéristiques comme vous voulez, vous les faites dans l'ordre force, intelligence, sagesse, dextérité, constitution et charisme, mais pour notre campagne, vous pourrez choisir où vous les mettez. Deuxième étape, vous inventez un trait pour votre personnage. Alors un trait, c'est plutôt simple, c'est un peuple, un métier, une faction, c'est un truc qui définit un petit peu votre personnage, qui est plutôt cool. En termes de mécanique, ça va vous donner l'avantage sur les jets de dés lorsque ce trait pourrait s'appliquer. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous jetterez 2 dés 20 et vous choisirez le score que vous voulez entre ces 2 dés 20 si votre trait vous permet de faire ça. Donc exemple, je suis un herboriste. À chaque fois que je vais chercher des plantes, que je vais chercher à identifier des plantes, que je vais fabriquer des potions avec des plantes, soigner quelqu'un avec des plantes, j'aurai un avantage, je jetterai 2 dés 20. Deuxième exemple, je suis un nain classico, nain de Medieval Fantasy. Et comme je suis petit, peut-être que j'aurai de la facilité à me cacher dans un coffre, passer dans un tout petit tunnel. Peut-être que j'ai de la constitution, donc je résiste plus facilement au poison, donc j'ai un avantage, etc., etc. Vous êtes assez libre en termes de créativité, ça vous donne un avantage. Éventuellement, pour la campagne, la dernière marche, moi je bricole et tout, donc vous pouvez essayer de venir avec un truc un peu différent. Par exemple, on a eu un homme lézard, on lui a mis une armure naturelle. Mais ça, c'est à voir avec moi, parce que sinon ça devient rapidement le bazar. Troisième étape, on vous dit inscrivez un dé de vie, D6. Donc en gros, de base, votre dé de vie, c'est un D6. Quand vous avez déterminé vos points de vie au début de la partie, vous allez jeter ce D6 pour savoir combien vous avez de points de vie et quel est votre maximum de points de vie. À cette étape, en fait, vous n'avez rien à faire. Il faut juste vous souvenir que vous avez un D6. À savoir que votre dé de vie détermine aussi quel type d'arme vous pouvez utiliser. Les armes, elles font des dégâts qui vont de D4, D6, D8, D10, D12. Si vous avez comme dé de vie un D6, vous savez manier les armes qui font de D4 à D6 de dégâts, alors que les armes D8, D10, D12, etc., vous aurez un désavantage pour attaquer avec, tout simplement. Donc pour l'instant, gardez juste à l'esprit que votre dé de vie, c'est un D6. Ne le lancez pas tout de suite, parce qu'il y a la quatrième étape. Une étape essentielle, si vous voulez mon avis. Là, vous pouvez faire 2 choix parmi une liste d'options, en sachant que vous pouvez prendre 2 fois la même option, et que le choix des options n'est pas complètement anodin. On s'était un petit peu planté au début de la campagne. Premier choix que vous pouvez faire, ajouter un D6 à une caractéristique dont la valeur est de 10 ou moins. Donc vraiment, si vous avez des caractéristiques nulles, vous pouvez ajouter un D6, c'est pas mal. C'est notamment pas mal si elle est de 10, parce que vous avez potentiellement un petit 16 à la clé, ce qui est pas horrible. Ou alors vraiment si vous avez une caractéristique qui est très très faible. Deuxième choix possible, écrivez un trait supplémentaire. On en revient à l'étape 2, vous choisissez un truc en plus qui définit votre personnage, ça vous donnera un avantage. Troisième possibilité, gagnez un dé de vie du type que vous possédez déjà. Donc là, mettons, de base, mon dé de vie c'est un D6, j'aurai 2 D6 PV, ce qui me permettra d'être plus tanky, sauf si je fais double 2. Quatrième option, entraînement martial, ça augmente d'un cran votre dé de vie, tout simplement. Donc ça va faire qu'au lieu d'avoir des D6 en vie, vous allez avoir des D8, et que vous pourrez manier des armes de D8 de dégâts. Entraînement spécialisé, c'est une capacité que vous pouvez utiliser une fois par jour. Alors là, c'est assez souple, il faut un peu en discuter. Mais en gros, le principe, c'est qu'une fois par jour, par exemple, vous allez pouvoir réussir une action spécifique sans faire de jet de dés. Mettons, vous êtes super fort en escalade. Comme vous êtes super fort en escalade, vous allez pouvoir escalader un mur sans faire de jet de dés, par exemple. C'est aussi un moyen d'avoir des avantages en combat, parce qu'en combat, les traits ne donnent pas d'avantage en combat. Il n'y a que l'entraînement spécialisé qui peut donner un avantage en combat, et donc vous faire jeter 2 D20 en combat. En tout cas, de manière reliable, de manière constante. Parce que, évidemment, pendant les combats, si vous arrivez à vous mettre en position, par exemple, à attaquer, faire une embuscade et tout, vous pouvez avoir un avantage, mais vous n'aurez jamais un avantage naturel qui vient de votre feuille de personnage, quoi. Et finalement, on a l'entraînement magique. L'entraînement magique qui vous permet d'inventer 2 sorts. À savoir que quand on lance des sorts, ça coûte des PV. Et du coup, plus votre sort est précis et inutile, moins il coûte de PV. Et plus il est large et fort, plus il coûte de PV. Donc au moment où vous inventez votre sort, il n'y a pas de liste. Il faut en discuter avec le MJ, donc moi en l'occurrence pour la dernière marche. Et donc comment créer un sort ? C'est simple, si vous mettez par exemple magie des éléments comme sort, c'est très 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 large, et donc de base, le coût en points de vie sera plus cher parce que ça vous permet de faire plein de trucs différents. Alors que si vous dites faire danser un balai,
Très sincèrement, ça coûtera pas beaucoup de points de vie, je pense, parce que c'est super précis. Donc réfléchissez à la manière dont vous formulez votre sort, et ensuite, avant la partie, on en discute un petit peu. Le coût en points de vie peut aussi varier en fonction de la manière dont vous utilisez le sort, parce que faire danser un balai, c'est pas très très fort comme ça, donc ça va pas coûter beaucoup de points de vie, mais mettons, vous décidez de faire danser tous les balais d'une ville, le coût en PV va augmenter. Donc voilà, vous pouvez choisir parmi ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 options, et vous pouvez prendre 2 fois la même. Donc par exemple, vous pourriez prendre 2 fois entraînement martial, ce qui porterait votre dé de vie de D6 à D10. C'est assez important de prendre en compte les entraînements, parce que quand vous allez passer de niveau ensuite, il y aura à chaque fois des options à prendre, un peu comme là, et certaines options vous seront fermées si vous n'avez pas pris l'entraînement martial, ou l'entraînement spécialisé, ou l'entraînement magique. Il n'y a qu'au niveau 4, 7 et 10 que vous pourrez reprendre ces entraînements. Donc par exemple, quand j'arrive niveau 2, techniquement je peux avoir une attaque supplémentaire, c'est une des options qui m'est donnée, mais je suis obligé d'avoir pris l'entraînement martial avant. Donc gardez ça en tête, si vous voulez faire de la magie, prenez l'entraînement magique, sinon avant le niveau 4, vous ne ferez pas de magie, grosso modo. 5e étape, vous lancez votre ou vos dés de vie pour obtenir votre total de vie. Donc c'est à ce moment-là que vous lancez vos dés de vie. Avant de faire ça, éventuellement répartissez vos caractéristiques, si vous ne l'aviez pas fait jusqu'à maintenant, que vous aviez utilisé la méthode où vous décidez où vous les mettez. Pourquoi ? Parce que vous pouvez dépenser des points de constitution pour relancer vos dés de vie si vous trouvez le résultat nul. Et si vous relancez les dés et que ça donne un moins bon score que votre score précédent, il se met à pleuvoir, c'est ouf. J'espère que vous m'entendez encore. Si vous faites un score inférieur au précédent avec votre lancer de dés de vie, dans tous les cas, vous augmentez quand même de 1 vos points de vie, vous ne pouvez pas faire pire. 6e étape, déterminer les langues que vous connaissez. Personnellement, je ne m'en sers pas pour la campagne de la dernière marche. Vu que je vais peut-être mettre ces vidéos sur YouTube, eh bien, je suis désolé, s'il n'y a pas la réponse, vous la trouverez dans le bouquin. C'est certainement pas un élément central. La pluie s'est arrêtée. Nous avons une ouverture. Vite, il faut terminer la vidéo. 7e étape, et c'est la plus amusante, vous allez lancer des dés pour votre équipement. Donc vous avez une réserve de dés, grosso modo. Vous avez un des 4, un des 6, un des 8, un des 10, un des 12 et un des 20, ce qui vous fait un total de 6 dés. 4, 6, 8, 10, 12, 20. Vous avez un exemplaire de chaque dé qu'on utilise dans Donjons Dragons en général. Et vous avez plusieurs tables d'équipement. Vous avez de la nourriture, des armes, des armures, la foi, des babioles magiques, des héritages. Vous avez différentes options dans lesquelles vous allez pouvoir jeter ces dés. Chacune de ces options dispose de 20 entrées. En général, plus vous montez, mieux c'est. Si vous avez 1, vous avez le truc le plus nul. Si vous avez 20, vous avez le meilleur truc. La tempête recommence, vite! Vous décidez donc de jeter vos D4, D6, machin et tout dans ces tables. Donc, mettons, je jette un D8, je fais 5, et 20 dans mon équipement de départ. Mettons, j'ai jeté dans les armes, j'aurai l'arme numéro 5 sur les 20 armes proposées par la table, je les note dans mon équipement. Notez que vous pouvez jeter plusieurs dés dans la même table. Notez que jeter des dés dans la nourriture, c'est pas mal parce qu'il faut manger et ça permet aussi de regagner des points de vie. Notez que les babioles magiques, ça peut être intéressant pour tout le monde, mais la plupart du temps, c'est intéressant pour les magiciens parce qu'ils peuvent servir de composantes magiques pour certains. En général, c'est écrit INS à côté. Notez que la foi peut être utile à tout le monde puisqu'elle permet d'avoir des avantages, de soigner et de vous servir d'armure quand vous n'en portez pas justement d'armure matériellement parlant. Voilà, vous avez plein de petites options, c'est assez drôle. En général, tirer cet équipement va vous permettre de définir un peu plus votre personnage et de lui raconter un background, comment il a trouvé cet équipement, qu'est-ce qui explique qu'il a ça sur lui. Et comme ça, vous allez créer très très vite un petit personnage prêt à jouer parce que c'était notre dernière étape en fait. C'est aller très très vite. C'est plutôt cool, non? Et surtout, ce qui est pas mal, c'est que si moi j'ai décidé de laisser le choix de la répartition des caractéristiques, c'est un choix. Parce que je me dis que je préfère que mes joueurs viennent avec un petit concept en tête, en l'occurrence dans ma campagne, mais laisser l'aléatoire faire, c'est-à-dire ne pas répartir les caractéristiques, vraiment tirer quelle est ma force, quelle est ma dextérité et tout, c'est pas mal parce que ça vous permet justement de, en fait, créer des personnages auxquels vous ne vous attendriez pas, et plutôt que de créer un personnage en partant d'une de vos idées, créer un personnage en partant de ses caractéristiques, en se disant « Tiens, j'ai un bon tirage en force et en constitution, je vais peut-être essayer de créer un guerrier », et ça permet tout simplement d'aller beaucoup plus vite dans un jeu qui peut se vouloir assez mortel par défaut, je pense. Donc voilà, c'est des petites options comme ça. La création de personnages se termine ainsi, c'est plutôt simple. Pour ceux qui font la dernière marche, vous pouvez également inventer une rumeur sur le monde et l'ajouter dans le Miro. Mais au pire, ça on le fera en début de partie. Et donc voilà, c'était tout pour cette création de personnage. Amusez-vous bien! Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Macchiato Monster. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de tester le jeu. Vous pouvez le trouver pas du tout cher en PDF sur Drive-Thru et tout, donc allez-y, foncez, c'est assez sympathique.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager. N'hésitez pas aussi en commentaire à nous dire si vous avez testé le jeu, ce que vous en avez pensé. Et puis à venir sur le Discord pour discuter avec le reste des gens qui viennent de cette chaîne YouTube. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt sur le Bon MJ. Bonne journée.